c'est Clémence. Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Nous, Femmes d'IPA. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, je suis à Charlottetown et j'en apprends plus sur le parcours peu conventionnel d'Hélène Mullally. Loin d'être une ligne droite, il ressemble plutôt à une route de montagne sinueuse et pleine de petits chemins improbables qui, si on prend le temps de les explorer, nous offrent de nouvelles perspectives à chaque virage. Après cette discussion, on n'a plus peur de changer de carrière au fil de nos envies et de nos besoins pour se découvrir et s'épanouir tout au long de notre vie. Bonne écoute! Bonjour Hélène! Bonjour Clémence. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci pour l'invitation. On va commencer tout de suite, si tu veux bien. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton parcours, ton histoire, comment tu es arrivée à être Hélène qui est devant moi. Hélène devant toi. Moi, le thème, c'est vraiment de sauter d'une chose à l'autre. J'ai changé de job beaucoup de fois et j'ai changé de l'éducation, j'ai changé de piste beaucoup de fois. Et ça, c'est vraiment le thème pour moi de mon parcours, à cause que si je me rends à quelque chose que il n'y a pas assez de défis, je change. OK. Je change à quelque chose d'autre ou quelque chose d'autre qui ne m'intéresse plus. Alors, ça c'est vraiment ma thème. OK. Et du coup, comment tu es arrivée à être où tu es en poste et dans ta famille aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Alors maintenant, je travaille comme directrice au Community Legal Information et on partage l'information juridique et on gère plusieurs projets pour la communauté. Et puis, comment je suis rendue là? Mais c'est une longue histoire. On a plein de temps. On a plein de temps. Tu vas réviser tout ça. J'ai commencé, après j'ai quitté l'université, ou aussi à l'université, je voulais jamais committer à un sujet seulement. Et je trouve que l'université, c'est créé d'une façon que ça vous force de faire des choix comme vraiment spécifiques. Et moi, j'aimais pas ça du tout. Et je voulais toujours faire toutes les disciplines dans les arts libéraux, c'est comme ça? Oui. Tout m'intéressait. Alors, et je n'aimais pas que j'étais forcée de juste choisir un comme majeur, c'est comme ça majeur en français, et mineur. Et j'étais comme, c'est trop limité. Alors, j'ai choisi un programme à l'université Saint-Thomas, à Fredericton, à Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai choisi un majeur qui était interdisciplinaire pour cette raison. Et c'était le droit humain. Alors, c'était philosophie, loi, sociologie, langue, comme un peu de tout. Alors, j'ai commencé là et j'ai étudié l'histoire et puis les droits humains. Les droits humains. Et puis, oui, j'ai commencé, je voyageais souvent quand j'étais jeune et ça m'a vraiment influencée. Et j'encourage tout le monde de voyager, d'habiter ailleurs, de travailler ailleurs. Ça va te changer comment tu vois le monde et toi-même. Et j'avais la chance, pendant que j'étais à l'université, de travailler avec ma sœur en Asie Sud-Est. OK. Alors, on a pris 4 mois et on a voyagé à le Cambodge, Thaïlande, Laos et puis Vietnam. Et j'avais seulement 21 ans. Wow. Alors, c'était beaucoup de fun, mais c'était aussi vraiment une bonne éducation. Et puis, j'ai retourné à l'université. Et quand j'ai fini l'université, j'étais toujours un peu choquée quand des jeunes adultes qui disent « je vais juste finir, je vais juste partir ». L'université, I'm like « wow », comme c'est vraiment un privilège d'être là. Comme, tu devrais faire quelque chose d'autre. Mais beaucoup de monde est comme
pressés par leur famille ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Mais pour moi, j'avais beaucoup de liberté et quelques privilèges et opportunités moi-même que j'ai pris en voyager. Aussi, juste au Canada, à cause du Canada est tellement, tellement large. Oui. Et j'avais beaucoup de chance de voyager. Je travaillais je plantais les arbres pendant les étés pour 4 étés. C'était la plus difficile job que j'ai jamais fait et c'était une expérience formative pour moi. Une bonne façon de payer pour l'université aussi. Oui, mais vraiment formative, comme vraiment difficile. Aussi, tu vois beaucoup d'environnements que tu n'aurais jamais la chance de voir autrement. Alors, c'était beaucoup de ces expériences qui m'ont vraiment formée. Et puis, quand j'ai fini à l'université, je suis allée en Corée du Sud pour enseigner l'anglais. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'était aux enfants et aussi aux adultes. Et j'ai beaucoup aimé enseigner les adultes à cause que je trouvais que moi-même, j'ai appris beaucoup en parlant avec eux plutôt que les enfants. C'est juste normal qu'ils parlent à propos des politiques ou la culture, l'histoire, que les enfants ne vont pas à cause que ça ne... Tu sais, quand tu as 7-8 ans, ce n'est pas votre focus. Non. Alors... oui, j'avais la chance d'habiter là et travailler là pour 1 an et demi. Et puis, j'ai revenu au Canada. C'est une longue histoire, Clémence. Mais en fait, j'ai envie de... on va revenir après sur ta retour au Canada, mais ça te vient d'où cette envie de voir le monde? Enfin, tout le monde, justement, on en disait tout à l'heure, généralement, tu finis le supérieur, puis tu dis, allez, là, je vais à l'université pour qu'à 22 ou 23 ans, hop, je commence à travailler. Ça t'est venu où et quand cette envie de voir le monde et te dire, en fait, je vais m'ouvrir plus? Ma famille, probablement, comme ce voyage avec ma sœur, elle avait 6 ans, elle est 6 ans plus aînée que moi, et elle habitait en Japon. Et puis, c'était vraiment son idée. Alors, c'était son influence. Mais aussi ma mère, elle était la première bénévole pour CUSO de l'île du Prince-Édouard et elle a enseigné anglais aussi. C'était comme 1965 jusqu'à 1968 à Bornéo, qui est proche de l'Indonésie. Oh, je ne sais pas comment dire en français. L'Indonésie. OK. C'est parfait. C'est proche. Et oui, juste voir ces voyages et voir qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était comme juste normal dans ma famille. Et juste comme j'adore l'île du Prince-Édouard, mais c'est une toute petite place et c'est pas mal homogène et je juste trouve que c'est vraiment important de voyager, de voir des autres places, rencontrer d'autres mondes, parler des autres langues. Ta famille est d'ici, de l'île du Prince-Édouard? Oui. Depuis longtemps, vous êtes ici? OK. oui. Dans quelle zone? Dans quel endroit de l'île du Prince-Édouard? Oui. Oh, wow. Ma mère vient de Kinkora. C'est un tout petit village proche de Summerside. Oui, et elle avait 13 frères et sœurs. C'était comme une ferme de patates et tout ça. Alors, vraiment de l'île, air quotes. Et puis, mes grands-parents étaient des grands... Ils encourageaient beaucoup l'éducation. Et supportaient leur école. Il y avait une école secondaire à Kinkora. Il n'y avait pas beaucoup en des places rurales à l'île Prince-Édouard. Et c'était bien reconnu comme une bonne école de secondaire. Et oui, alors c'était vraiment leur influence. C'est fou d'avoir... Enfin, on connaît l'île du Prince-Édouard, effectivement, c'est plutôt fermé, plutôt rural. Et de dire, allez hop, je vais vivre au Japon ou je vais aller enseigner à l'autre bout du monde. Ça devait être déjà très courageux pour l'époque, pas forcément pour ta sœur, mais pour ta maman, de partir comme ça et de dire, je vais loin, vraiment loin. Comme super loin. Et puis, il n'y avait pas de téléphone. Oui. Comme... Never mind, comme courriel. Il n'y avait pas de téléphone. Ah, c'est ça. Elle communiquait par lettre. Oui, donc le temps que la lettre arrive, tu ne sais pas ce qui se passe. Et il y avait comme des grandes évolutions qui arrivaient dans cette période au monde. I'm like, wow, tu étais dans
une jungle. Ouais. Et Oui, c'est ça. tu n'avais pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Mais je sais que ces années qu'elle a travaillé là sont vraiment spéciales. Et puis aussi, elle a la chance de voyager comme en Inde, en Iran, Irak, en Syrie, Égypte, Oui, toute cette Jordan, zone, et ouais. puis jusqu'à l'Europe, et puis on a pris l'avion au Canada. Alors, oui, c'est probablement ma mère qui était vraiment l'influence à propos de l'importance de juste voyager et d'apprendre à propos du monde. Oui, non, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Mm-hmm. C'est beau d'habiter et de se sentir appartenir à un endroit, peut-être l'île du Prince-Édouard, du coup, pour toi, et en même temps, de ne pas être lié tout le temps et justement de voir d'autres places et de se dire, OK, je suis toujours bien là où je suis. Tu vois, comme tu remets en question un peu là où tu vis, en disant, je vais voir autre chose, et puis quand je rentre, je me dis, OK, je suis vraiment là, chez moi. Oui, et je veux beaucoup ça pour ma petite fille aussi. Elle vient juste d'avoir 10 ans. OK. Alors, on discute ça beaucoup et mon mari a voyagé beaucoup des autres pays et d'autres places. Et c'est vraiment, vraiment important, je trouve, pour le développement personnel. Et aussi, c'est vraiment une très grande privilège. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais, c'est vrai. Mais de mon avis, une des meilleures façons. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moyens de voyager maintenant à moindre coût. Mm-hmm. Vraiment pas très cher, en allant travailler dans d'autres... Le woofing, je pense à ça, ou je pense au stop. Bien sûr, on peut dire que c'est pas safe, peut-être moins safe, mais quand je vois ta maman qui est partie et qui envoyait des lettres, peut-être toutes les 3 semaines, je me dis, c'était pas pire, finalement. C'est probablement plus sécuritaire de beaucoup de façons. C'est vrai. Maintenant qu'ailleurs. Mais oui, alors, je suis revenue de Corée du Sud et je suis installée à Ottawa. Okay. Et je travaillais pour un groupe non lucratif aussi là-bas. C'était... c'est quoi leur nom en français? Le réseau environnemental canadien, je pense. OK, ça sonne très bien. Oui, et j'ai commencé là et j'ai travaillé à plusieurs places pour quelques années. Beaucoup des organisations but non lucratifs, mais aussi dans le secteur privé, en faisant la recherche, faisant l'évaluation des programmes. Et c'est vraiment intéressant à cause que maintenant, l'évaluation des programmes est vraiment important à mon travail. Alors, je suis vraiment contente que j'ai un peu d'expérience déjà de l'autre côté de ce type de travail. Et oui, j'ai décidé que je voulais retourner à l'école et étudier l'éducation. Tu avais quel âge quand tu as décidé de retourner à l'école? 28. Oh, wow! 28. C'est tellement courageux. Oui, mais pourquoi pas? C'est comme... Oui, ça rejoint ce que tu disais de vouloir toujours apprendre des nouvelles choses. Et je peux comprendre, mais c'est quand même courageux. Oui, et c'est vrai que mon père a fait la même chose. Comme il a changé d'occupation comme 3, 4, 5 fois, je pense. Il est devenu avocat, mais avant ça, il était comme militaire, enseignant, travaillait pour le gouvernement provincial. Alors, je n'avais pas comme la pression. Oui. Et pour moi, comme maintenant, c'est vraiment compétitif, mais à ce temps-là, c'était comme il n'y avait pas beaucoup de jobs. Et puis, j'étais comme, OK, peut-être je pourrais être une enseignante. Et alors, je vais la poursuivre. Et je savais que si j'étudiais l'éducation, tu peux faire plusieurs choses, pas seulement être dans un salle de classe. Oui. Alors, je suis allée à l'Université de Toronto pour faire ça. C'était 1 an. C'était excellent, un excellent programme. J'étais content. Et puis, on est revenu à l'île du Prince-Édouard après. J'ai fait beaucoup de différents jobs. Et souvent, j'enseignais le français, qui est drôle à moi maintenant. À cause qu'il y avait comme personne qui pourrait le faire. Je ne suis pas vraiment entraînée comme une enseignante de français, mais j'ai besoin d'un job, alors je vais l'essayer. Alors, je l'ai fait quelques fois et j'ai enseigné les différents âges et j'ai fait beaucoup de différentes choses, mais pour moi, ce n'était pas vraiment un match, okay. Mais je n'étais pas contente. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un bébé.
Et pendant ce temps-là, j'avais un peu plus de temps pour penser qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vais faire prochainement? Et puis, j'étais vraiment attirée au développement de carrière à cause que pour moi-même, j'étais comme, wow, comme, je pense que j'étais attirée à cause que j'avais besoin de ça. Alors, j'étais vraiment passionnée avec ça et c'était un projet très fun et on faisait des curriculum pour les élèves de secondaire ici. OK. Donc, tu les aidais à faire leur curriculum? Oui, c'était comme les outils et les entraînements pour les enseignantes, pour supporter les jeunes en 9e année spécifiquement, avec comme explorer comme qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quel type de job est-ce qui leur intéresse. Et moi, je toujours pense, et c'est toujours vrai, c'est comme tu ne peux pas être qu'est-ce que tu ne peux pas voir. Et ici, à l'île du Prince-Édouard, c'est tellement petit. Mais tu peux pas tout voir. Tu peux pas tout voir. Et c'est mieux maintenant avec comme plus d'accès à l'Internet. Mais je trouve encore, si tu ne le vois pas dans ta vie, peut-être tu ne le penses pas de devenir ça. C'est difficile. C'est hyper important, justement, ça, de savoir qui tu es, ce que tu as envie de faire et d'ouvrir les possibilités. Est-ce que tu avais un retour des familles par rapport à ça? C'est-à-dire, tu sais, on disait tout à l'heure, la pression de la famille, de faire l'université, etc. Est-ce qu'en ouvrant des nouvelles portes que peut-être les parents n'avaient pas en tête, ça a créé peut-être des conflits ou des discussions avec les parents qui se disent « Ok, en fait, ils peuvent faire autre chose que ce que j'avais imaginé pour eux, peut-être ». Dans ma famille ou avec des élèves? Avec les élèves, plutôt. Non, dans ta famille, j'ai compris. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Je ne sais pas vraiment à cause qu'on était comme un peu disconnectés à cause qu'on travaillait beaucoup avec les enseignantes plutôt que les élèves. Ah, OK. Alors, c'était vraiment développer des ressources et les outils et des entraînements pour eux, pour aider leurs élèves. Mais pour moi, c'était juste tellement important et c'est à cause que c'était quelque chose que j'avais besoin tellement. Je pense que tout le monde a besoin. Oui, mais moi, spécialement, j'avais comme à cause que j'étais tellement intéressée à beaucoup de choses, mais il y a personne qui m'a dit comme comme est-ce que tu pensais être comme l'ergothérapeute? Comme non, je savais même pas c'était quoi jusqu'à un de mes amis l'a fait. Comme ça c'est un job que tu peux faire. Alors ça m'a vraiment intéressée de ce travail. J'ai retourné à Ottawa avec un autre groupe, Canadian Career Development Foundation. Alors, une fondation qui, leur but est vraiment d'entraîner du monde autour du Canada pour aider les autres à trouver des jobs et l'éducation. OK, toujours un petit peu dans cette ambiance-là. La même bulle, oui. Et puis, c'était une équipe comme une équipe de rêve, comme il était tellement intelligente et progressif et j'étais tellement fière de travailler avec eux, mais à la même fois, ma rôle était, je faisais beaucoup de recherches et moi, je suis vraiment extroverte. Alors, j'ai vraiment besoin d'être un rôle où je parle avec tout le monde, faciliter, des choses comme ça. Alors, j'ai décidé, et aussi à ce temps-là, pour être honnête, c'était comme vraiment, vraiment cher d'acheter une maison à Ottawa. Parce que tu avais un enfant à ce moment-là. Oui, Béatrice, ma petite fille. Okay. Elle avait comme 2-3 ans à cette heure. Et puis, j'étais comme, tu sais quoi, comme j'aimerais bien avoir une maison. Alors, et je pense pas que ça va être possible ici à Ottawa pour nous. Alors, peut-être on va retourner à l'île du Prince-Édouard. Et mon mari est un chef de cuisine et il était comme, well, moi, j'aime bien la vie à Ottawa maintenant. On vient juste de s'installer ici, mais on est revenu et je travaillais ici pour, ça s'appelle maintenant URSA, mais c'était Newcomers Association. Et j'étais conseiller d'emploi. OK. Alors, je travaille avec du monde, comme vous autres, qui venaient de quelque part d'autre et voir comme, OK, comme ça, comment ça marche au Canada pour trouver un job et pour ton curriculum vitae, comme tu mets ça, mais pas ça. Tout est différent. Toujours différent, tu le connais. C'est vrai. Oui. Et j'avais quelques clients de comme Belgique, France, d'ailleurs, partout au monde. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ce travail et
c'était vraiment, tu voyais vraiment ton impact. Tu donnes de l'aide, tu connectes avec quelqu'un d'autre ou tu vois quelque chose qui était peut-être un bon match pour eux. Et puis, c'était vraiment satisfaisant. Et puis, un ami disait, c'est plutôt, comment est-ce qu'on dit mentor en français? Un mentor. Un mentor. Il est plutôt comme un mentor. Il disait, OK, moi, je vais prendre comme ma retraite. Est-ce que tu es intéressé à venir à Community Legal Information pour être directrice? Et j'étais comme, je suis pas mal comme content où je suis, mais... Et puis, il disait comme, peut-être juste soumis une application. Parce que là, tu changeais d'environnement. Là, pour l'instant, tu étais vraiment dans l'emploi, la carrière, etc. Et puis là, tu changeais pour quelque chose plus dans la défense des droits et... La loi. La loi, exactement. Oui. Mais c'était le thème pour moi avec tous mes différents jobs, c'est vraiment d'être quelqu'un qui aide. Okay. C'est quelqu'un qui aide. C'est similaire de ce point de vue. Alors, j'étais comme, well, OK, je vais juste mettre mon application et voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils m'ont offert la position. J'étais vraiment surpris à cause qu'il y avait comme beaucoup de monde qui ont fait l'application, beaucoup de personnes qui travaillaient dans le système juridique ou étaient avocats. Mais moi, oui, j'étais chanceuse et j'étais comme, wow, OK. Tu étais contente ou un peu apeurée de Non, je pense, rôle? pour moi, c'était comme, j'aimais beaucoup mon autre job, mais il y avait un manque de défis après un temps. Comme, tu peux faire comme des centaines de CV. Combien est-ce qu'on va faire? 500, 1000? Oui. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. Et les clients étaient toujours nouveaux, mais leurs défis étaient vraiment similaires. Oui, bien sûr. Oui, et pour moi, c'était comme un nouveau défi. Alors, je l'ai pris. Je suis là maintenant. Voilà. Oui, mais ça a changé beaucoup en 5 ans. Ça fait 5 ans, c'est moi que je suis là. Et puis, quand j'ai commencé, c'était moi et 2 autres membres de l'équipe. Et maintenant, nous sommes 12. Ah oui, wow. Alors, on a vraiment agrandi. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que tu fais là-bas et quels programmes te tiennent peut-être à cœur? On peut faire un peu de promo. Merci. Oui, on a plusieurs projets et programmes, mais il y a deux ou trois que je veux souligner. La première, c'est RISE. Et RISE, ça supporte du monde qui expérience la violence sexuelle, harcèlement sexuel au travail et ou la violence de partenaires intimes. Alors, nous offrons le support, l'information juridique et aussi jusqu'à 4 heures d'avis juridique d'un avocat gratuit. Okay. Alors, ça paye via le programme. En anglais et en français? Oui. On a quelques avocats qui peuvent parler en français, mais c'est la minorité. Oui, bien sûr. Oui, et le service est disponible en français. Et ce programme a toujours occupé. C'est triste, mais on est content que c'est là et c'est nécessaire et on aide beaucoup de monde. Et puis, on a notre programme, un Renting PEI qui donne l'information juridique aux propriétaires et les locataires. Et vraiment, c'est comme 90% locataires qui nous contactent, mais aussi, c'est important pour les propriétaires aussi, à cause que beaucoup de monde est juste achètent une maison ou quelque chose comme un investissement et puis ils ne savent pas les règles ou la loi ou tout ça. Alors, on offre l'éducation pour les deux côtés. OK. En juin, on lance un nouveau programme qui s'appelle Justice Avenues. Et ça, c'est c'est similaire à RISE, mais c'est pour des groupes minoritaires, racialized people, pour eux, pour les matières de loi familiale, criminelle ou l'immigration. Et souvent, ils sont connectés. Et c'est les mêmes services que RISE. Alors, l'information juridique, l'avis juridique gratuit, et aussi, on réfère aux autres services aux communautés, comme par exemple, si on avait quelqu'un en francophone qui habitait plutôt peut-être à Summerside ou pas loin, peut-être l'Action Femmes serait une bonne ressource pour eux autres, ou peut-être ils ont besoin de ressources reliées à, comme quelque part à vivre, ou comme n'importe quoi. Okay. Comme on sait, du monde a beaucoup besoin de plusieurs ressources. Alors, on est vraiment excités à propos de ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Mais normalement, comme notre service comme régulier, c'est si tu as une question à propos, comme un testament, comme un divorce,
Tu es arrêté quand tu conduisais ton auto, comme n'importe quelle question légale. Tu peux nous appeler, c'est confidentiel et anonyme. Au moins que tu veux parler à un avocat à cause qu'on a besoin de ton nom et ton adresse, mais tu peux nous appeler ou envoyer un courriel et on va faire notre mieux pour t'aider. Oui, merci d'avoir partagé cette ressource importante. De rien. J'aimerais revenir à ta carrière parce que je me pose une question que parfois les jeunes et même les personnes de mon âge, je ne suis plus si jeune, se posent, c'est le changement de carrière. Tu sais, où tu dis, en fait, j'aime découvrir des nouvelles choses et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais tu peux être un peu freiné par le fait que de changer de travail sur ton curriculum, ça fait un peu bizarre, tu vois. D'avoir le premier titre que tu vas avoir en haut de ton curriculum ne correspond pas forcément à toutes les expériences que tu vas avoir en dessous. Comment toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu penses que c'est une chance ou plutôt un défi de vendre ton curriculum avec toutes ces expériences? Je trouve que c'est un atout. Et j'avais souvent cette question avec des clients. Mais moi aussi. Et pour moi, c'est plutôt à propos les compétences transférables. Oui. Ça, c'est un anglicisme. Ça va. Des compétences que tu peux utiliser en beaucoup de jobs. Comme maintenant, quand on engage une nouvelle personne chez nous, beaucoup de monde est comme « Wow, je connais rien à propos comme le système légal ou je n'ai pas étudié la loi. » Ça fait pas de différence. Est-ce que tu peux parler avec tout le monde? Est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu vas venir au travail à chaque jour? C'est mes questions comme employeur maintenant que je regarde. Comme, est-ce que tu s'entends bien avec des autres? Et je trouve que beaucoup des employeurs diraient la même chose. C'est comme, je peux t'entraîner à faire beaucoup de choses. Mais si tu ne peux pas s'entendre avec des autres, ça, c'est beaucoup plus difficile à enseigner ou entraîner. Ouais. Et comme employeur aussi, du coup, tu as le risque que la personne, elle vienne, qu'elle reste 3 ou 4 ans et puis qu'elle soit à la recherche de nouveaux défis. Est-ce que c'est OK, du coup, à ton avis, pour les employeurs d'investir sur une personne pour peu de temps, finalement? Avant, on investissait pour 10, 15, 20 ans. La personne est restée là tout le temps. Mais ça existe presque jamais maintenant. Oui. C'est juste qu'on mettait des œillères et qu'on disait non, ça n'existe pas. Mais c'est plus rare. Oui. Comme moi, je suis un exemple. Moi-même, alors je peux jamais dire rien qui c'est quelqu'un veut partir. Un de mon équipe vient de partager qu'il va quitter bientôt pour un autre job. Et je comprends. Et ça, c'est aussi un risque quand tu engages du monde qui est plus jeune, à cause qu'ils vont changer plus. Ils vont... ça, c'est toujours un risque. Et c'est juste que du monde qui est plus jeune a plus de mobilité de temps en temps. Ils sont pas... ils veulent voyager, ils veulent essayer d'autres choses. Je comprends tout ça. Mais je trouve de ces jours-ci comme... c'est difficile de garder quelqu'un plus que 5 ans. Oui, c'est sûr. Je pense que oui. Et on fait beaucoup de différentes choses pour attirer le personnel et pour les retenir. Mais je pense qu'au-delà de la condition de travail, du salaire ou des horaires et tout ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de s'enrichir de ton travail. Et quand ça fait 5 ou 6 ans que tu fais le même job, peut-être tu te dis, j'ai envie de voir autre chose parce que je sens que je m'enrichis plus autant. Et tu auras beau faire n'importe quoi, il aura envie de partir et... On peut rien faire. Non, la conclusion est là, mais... Non, une chose que je vois qui retient le personnel, spécialement les femmes, c'est la flexibilité. Ah oui, ça c'est sûr. La flexibilité. Alors, plus que le salaire, c'est certain. Oui, alors si c'est un horaire flexible ou il veut travailler 30 heures au lieu de 37,5 ou il veut, tu sais, comme j'ai des personnes sur mon équipe aussi, on prend soin de nos parents aussi. Et comme beaucoup de monde savent, c'est plus souvent les femmes qui font ce travail-là. Alors, oui, on offre beaucoup de flexibilité. On offre les salaires comme vraiment compétitifs aussi, et ça, c'est vraiment important.
mais plutôt, c'est vraiment la flexibilité. Oui, c'est sûr. Oui. Certain. Et je vais rebondir sur une autre question. Est-ce que tu as identifié des étapes dans ta vie où tu te dis, ah là, je sens que j'ai franchi un cap, quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager avec nous? Des étapes de ma vie? Ou des succès où tu te dis, ah là, j'ai fait ça et vraiment, ça m'a porté à une nouvelle étape. Wow. Je ne sais pas si c'est aussi clair que ça. Oui, peut-être pour pas, moi. tu as raison. Mais pour personne. Non, mais pour tout le monde, ça marche comme ça, mais pour moi, c'est plutôt juste essayer de nouvelles choses, d'explorer, de prendre des risques. Et le plus que tu le fais, le moins épeurant. Ça y est. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une prise de risque que tu as faite où tu dis, ah là, je suis fière de l'avoir fait parce que vraiment, c'était pas facile? Peut-être prendre ce job. C'était vraiment un risque à cause que c'était encore dans le secteur de but non lucratif, mais c'était une zone complètement nouveau pour moi. C'était un peu de risque. Je laissais un autre job que j'aimais beaucoup et je le connais beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a une chose, une risque. Peut-être que je n'ai pas pris assez de risques. Non, peut-être tu en as pris beaucoup et tu ne sais pas l'individualiser, c'est possible. Les années comme entre 2000 et 2010, il y avait comme juste pas beaucoup de stabilité pour les nouveaux professionnels et aussi beaucoup de monde qui travaillait. Comme il y avait une crise financière pendant que j'ai retourné à l'école. I'm like, oh, fantastique. Comme tu sors d'école et tout le monde est comme, il n'y a pas de job. Comme peut-être tu veux aller chercher un autre job. I'm like, OK, je viens d'étudier pour un an. Mais même dans l'éducation, il n'y avait pas beaucoup de... Oui. OK. Oui, et ça, c'est pourquoi j'ai pris beaucoup de jobs à enseigner le français de base à cause qu'il n'y avait pas d'autres jobs. OK. Et du monde attendait... Il faisait la suppléance pour comme 3, 4, 5 ans avant de... Okay. C'est fou de... Et ce n'est pas comme ça maintenant. Mais non, c'est vraiment différent. Enfin, c'est inversé presque. Oui, il n'y a pas assez de personnes pour travailler comme suppléant. Oui, je le sais. C'est fou. Oui, alors c'était dans ce temps-là, il n'y avait juste pas de permanence. Il n'y avait pas de job qui t'offrait des permanences. Il y avait des contrats de 6 mois, des contrats de 1 an. Maintenant, c'est un peu de ma politique personnelle que j'essaie toujours de donner au moins un contrat de 2 ans au monde. À cause que c'est vraiment difficile de planifier ta vie comme avec un contrat de 6 mois. Ma job en Ottawa, ma première 6 mois. Oui, mais dans les organismes, c'est ça. C'est fou. C'est souvent ça. Oui. Et ça, c'est une conversation que j'ai beaucoup maintenant avec... les différents groupes qui nous donnent des fonds pour faire notre travail. C'est comme, OK, pour le sustainability, pour comme maintenir le programme, pour livrer le programme, t'as besoin, tu dois savoir 2-3 ans au moins. C'est vraiment difficile de planifier 1 an à la fois. C'est juste ridicule, de mon avis. Oui, on en parlait tout à l'heure en disant que justement les subventions qui tombent sur une année, elles tombent déjà assez tard dans le début d'année, donc tu le sais au mois de mai, juin. Tu manges déjà 2 mois, et puis ensuite, tu n'as que 10 mois pour dépenser l'argent, monter le projet, et puis c'est toujours stressant et très... Et moins effectif. Et exactement, parce que tu es obligé, tu te sens obligé, tu ne prends pas le temps de construire aussi bien ton projet que s'il était sur 2 ans, ou avec des gens qui restent pendant plusieurs années, c'est vrai que... Oui, et du monde ne va pas rester avec ce type d'environnement. Et puis, ça, c'est une conversation que j'ai souvent. Du coup, j'ai envie de te poser la question, comment tu vois le monde des organisations à but non lucratif dans 5 ou 10 ans? C'est difficile de savoir à cause que souvent, notre bien-être est tellement dicté par le gouvernement fédéral, plutôt le gouvernement fédéral pour nous, et aussi les gouvernements provinciaux. Alors, comme j'ai travaillé dans ce secteur pendant les années de Stephen Harper, et wow, il y avait un grand manque de fonds pendant ces temps-là. Il était un premier ministre ici. Je suis. Il y a comme 10 ans. Et
il y avait un grand effet. Et la philosophie des différents partis politiques ont une grande influence sur le secteur. Est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y aura pas une évolution forcément linéaire, que ce sera vraiment en fonction? Oh, oui. Oui, à cause que plusieurs de nos projets, les fonds viennent du gouvernement fédéral qui ont des différentes priorités, comme les femmes sont en priorité à ce moment, les groupes minoritaires, mais ça change. Ces thèmes changent. Mais nous, par exemple, en ce moment, c'est ça, on voit les différences de ressources, c'est-à-dire qu'on a des ressources financières, mais on a peu de ressources humaines, de temps pour dépenser l'argent et monter des projets qui soient impactants. Et effectivement, des fois, on se dit, peut-être ce serait mieux d'avoir un peu moins d'argent et un peu plus de temps pour avoir des projets qui soient vraiment efficaces et qui touchent vraiment la population. Et des fois, on a l'impression de devoir faire vite et de ne pas aller jusqu'au bout des choses. C'est vrai que ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Je suis d'accord. Et je vais aussi te poser une question. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie ou dans ta carrière un échec où tu dis, je ne crois pas vraiment à l'échec. Je pense plus que tu apprends de quand tu ne fais pas ce que tu avais imaginé. Mais est-ce qu'il y a eu un échec ou quelque chose d'un peu plus difficile que tu as surmonté et puis tu veux partager? C'est les deux, c'est comme personnel, mais c'est aussi professionnel. Mais c'est à propos de la santé mentale. Et pour moi, j'avais une crise de santé mentale, longtemps maintenant, mais c'est comme à peu près quand j'avais 28 ans. Et ça a vraiment changé ma vie et comment je vois le monde et comment je traite les autres. Mais pour moi, cette crise de santé, ça a vraiment changé la façon que je fais mes travaux, mais aussi comment je prends soin de moi aussi. Est-ce que ça s'est déclenché suite à quelque chose ou c'était vraiment peut-être trop de choses en même temps? C'était plutôt que, comme c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment que votre santé doit être la priorité. Et si ce n'est pas la priorité, ça va te trouver d'une façon ou l'autre et que tu dois l'adresser, tu dois écouter à ton corps et la respecter. Et pour moi aussi, comme une gérante d'une équipe, maintenant, j'essaie de garder ça comme priorité, juste avec la flexibilité, que la santé de ton équipe doit être priorité. Que sinon, comme ils ne vont pas être là, ou ils vont manquer des jours à cause qu'ils sont malades ou qu'ils ont besoin de soins médicaux ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment important pour moi, spécialement avec le travail qu'on fait, où il y a on aide beaucoup de monde avec un trauma comme sévère ou du monde en distrait. Alors, ça affecte notre équipe beaucoup. Alors, j'essaie de toujours prioriser ça. Prioriser. Ça pour mon équipe. Ça va. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Et tout le monde a compris. Oui, mais c'est ça. Et comment tu as géré ça pour toi et qu'est-ce que tu mets en place pour ton équipe pour prévenir ça? On fait beaucoup d'entraînement. on fait des choses fun ensemble. Juste le team building, mais c'est aussi pour le stress. Comme on fait des tours dans la forêt, ou on va faire une journée de jeu, ou on va faire... qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a une place ici, tu peux lancer les haches. Ah oui! C'est beaucoup de fun. On fait des choses de même. On a les jours comme... On a beaucoup de jours médicaux, comme c'est pas mal généreux. Et moi, je dis toujours, à cause que c'est une petite ville, et si tu prends comme une mental health day, et je te vois quelque part, comme je m'en fous, comme juste fais tes affaires, comme tu dois pas cacher chez vous toute la journée. Au contraire, si c'est vraiment une journée pour prendre soin de ta santé mentale, je pense que c'est là où tu as besoin de sortir et de visiter des amis ou faire qu'est-ce que tu vois, les courses, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que tu as besoin de faire. Mais, et aussi avec notre équipe, à cause qu'on a plusieurs membres d'équipe, comme si quelqu'un est juste fatigué ou trop taxé cette journée-là, ils vont demander quelqu'un d'autre pour aider un client. Alors, on a plusieurs mesures en notre bureau, mais pour moi, c'est toujours la priorité, à cause que si on n'a pas le personnel pour aider du monde, on n'a rien. Ouais. Alors, le bien-être de notre équipe est la plus importante. Et le tien de bien-être, comment tu arrives à
maintenir ta santé mentale au top? Fun, avoir du fun. Dépenser le temps avec ma famille, être actif, comme physiquement actif, manger bien, dormir. Tellement. Dormir, c'est tellement important. Chercher le support quand tu as besoin. On a aussi comme une bonne plan de santé chez nous et d'encourager tout le monde à prendre avantage de ça. Alors, oui, c'est pas juste une chose, c'est comme une vingtaine de choses. Oui, mais je pense que c'est vraiment aussi la manière dont le manager ou le gestionnaire d'équipe, il arrive à transmettre ça sans mauvaise conscience. Tu sais, parce que parfois, tu as des managers, c'est du greenwashing du management. C'est que, tu peux prendre un jour si tu veux, mais j'y crois pas vraiment. Tu vois, je te le donne, mais en fait, je te l'autorise pas vraiment. Oui. Et je trouve que c'est aussi de montrer l'exemple, de dire, en fait, je pense que si j'ai un manager qui travaille 15 heures par jour et qui m'envoie des messages le week-end, moi, je me sentirais pas à l'aise de déconnecter et de pas venir au travail. Donc, c'est aussi quelque chose lié à ce que la société attend de toi en tant que manager et de dire, en fait, peut-être, je gère des équipes, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité, mais ma responsabilité, c'est pas de travailler plus qu'eux ou mieux qu'eux, c'est juste un autre rôle. Oui, c'est vrai, l'exemple est tellement important, comme moi. Et oui, je n'envoie pas les courriels comme les vendredis soirs ou les fins de semaine. Non, mais c'est comme la culture est dictée par ton comportement. Alors, je sais, tu sais, on est toujours occupé, mais oui, certainement, l'exemple est vraiment important. Et puis, non. Et moi-même, je parle à propos de comme mental health days que je prends et qu'est-ce que j'ai fait et blablabla. Alors, normaliser. Oui, exactement. C'est ça. Ce type de comportement. Et c'est vraiment intéressant à cause que on a toujours des nouvelles personnes qui s'en viennent. On a une personne qui a commencé en mars. Et elle était vraiment, oh, wow, comme c'est pas juste quelque chose que tu as dit dans l'entrevue. C'est vrai. Non, c'est vraiment important. Juste, pour moi, c'est le top priorité toujours, à cause que du monde vont quitter. Oui. S'ils ne sont pas contents, ils vont quitter. Du monde va quitter quand même. Comme, ils vont quitter pour beaucoup de raisons, mais s'ils ne sont pas contents au travail et n'aiment pas être là, ils ne vont pas rester. Alors, c'est la pire des raisons pour un manager que quelqu'un s'en aille en disant, mais je suis juste pas bien au travail. Je préférerais entendre, le défi est plus là et c'est OK, j'ai juste envie d'évoluer, plutôt que de dire, non, en fait, je me sens vraiment pas bien ici. Et on a tous eu des jobs comme ça. Oui, oui, c'est comme sûr. Tout le monde a au moins un job, même plus, normalement c'est plus qu'un, qui ont vraiment comme, j'ai de l'anxiété quand je pense à y aller, ou je compte les heures, ou... Ouais, pour moi, comme, la vie est courte, comme... Ouais. Ne reste pas dans un job comme ça. J'ai envie de te poser la question aussi, comment tu passes ce message-là à ta fille? Tu as qu'une fille? OK. Comment tu lui passes ce message-là? Oh, elle pense que je travaille trop. C'est vrai? C'est cool. À cause que j'ai un travail. Oui, alors là, du coup... Elle aimera plus si je serai là toujours quand l'autobus vient. Mais je pense que, comme, j'arrive à la maison à peu près 5 heures, 5h30 et c'est pas mal consistant. Mais oui, de juste vraiment diviser le travail de le reste de ta vie et d'avoir des zones de ta vie que le travail ne touche pas. Et, je sais, mais je ris un peu à cause que je pense que tous les enfants pensent que leur mère travaille trop. Ça dépend. C'est certain. Ça dépend pas. Tu peut-être travailles 15 heures par semaine et t'es juste pas là trop. Au bon moment. Oui. Il faudrait travailler juste quand ils sont à l'école, qu'ils ne te voient pas. Mais c'est un peu difficile. Mais... Et quelques personnes ont ces horaires. Comme il y a quelqu'un que je travaille avec. Ça c'est son horaire à cause que ça, c'est qu'est-ce qu'elle voulait. Et je respecte ça. Mais pour moi,
ce n'était pas possible dans mon rôle. Puis après, je pense qu'il y a aussi, bien sûr, les enfants, ils aimeraient que tu sois toujours avec eux, Mhm. mais que toi, tu as besoin d'être sans eux aussi, des fois. Mhm, mhm. Et donc, ça peut équilibrer aussi. Mhm, mhm. Puis eux, ils ont besoin d'être sans toi aussi et grandir. Oui. Et moi, j'explique que j'aime beaucoup mon travail et aussi qu'on aide beaucoup de personnes avec notre travail. Alors, c'est important. Et elle sait ça. C'est juste que chaque enfant, juste veut être... Bon, souvent, les petits-enfants au moins, veulent être avec leurs parents 16 souvent. ou 17 ans, peut-être à dire, oui, maman, Oui, ça c'est change, bon. ça change. Et je suis consciente que ça va changer bientôt aussi pour moi. Alors, on essaie d'avoir beaucoup de temps ensemble. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec nous, une pensée ou quelque chose que tu aimerais... Dernier mot. C'est difficile, je sais. Non. C'est juste un peu le thème que tu disais, comme juste de n'être pas peur de prendre des risques ou de changer d'occupation ou de retourner à l'école. À cause que tout le monde sait dans leur cœur, dans leur estomac, si c'est une bonne match pour eux ou non. Alors, juste de prendre un peu des risques et d'explorer un peu et de regarder autour de toi et de regarder pour des autres opportunités à cause que souvent, il y en a beaucoup, mais on n'a pas les yeux ouverts. Merci beaucoup. C'était très intéressant et très déculpabilisant aussi. Oh, OK. Merci. En tout cas pour moi, mais peut-être pour les auditeurs aussi. OK. Merci, à bientôt. Merci, Clémence. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.